Corporatus. Donc moi, le sujet de ma thèse, c'est penser une communication impactante, le cas des Big Four. Alors moi, je suis Bénédicte Dorflinger, j'ai 52 ans. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme enseignante, professeure de lettres classiques, en France et au Royaume-Uni. Et puis, par un concours de circonstances plutôt heureux, j'ai bifurqué vers le secteur privé, où j'ai occupé diverses fonctions à l'international, en ressources humaines d'abord, puis progressivement en business développement et en communication. J'ai démarré mon DBA en mars 2022, et mon objectif à l'issue de ce DBA, c'est de transmettre ce que j'ai appris durant toutes ces années, et donc de revenir en fait à l'enseignement, en quelque sorte boucler la boucle. Ce qui a motivé mon sujet de thèse, c'est un dilemme auquel j'ai été confrontée en tant que praticienne de la communication en entreprise, et plus précisément au sujet de la communication corporate. La communication corporate, c'est la communication où l'entreprise parle d'elle-même, de son identité, de sa mission et de ses valeurs, et se présente comme personne morale, au-delà de ses produits et services. Voilà la définition qu'en donne Johannes et Libert en 2010. C'est donc un élément stratégique et capital pour toute entreprise, afin de véhiculer ses valeurs fondamentales. La communication corporate s'affiche également comme élément clé de différenciation. Et dans le même temps, pourtant, on observe que les entreprises, tous secteurs confondus, tendent à partager des valeurs similaires, et là on parle de valeurs aussi vagues et consensuelles que le courage, l'intégrité ou encore le respect, que l'on retrouve dans les valeurs d'entreprises de secteurs très différents. Et au niveau des thématiques abordées, la communication corporate s'appuie de plus en plus sur des grands enjeux sociétaux et environnementaux actuels, en réponse à l'importance croissante accordée au développement durable et à la responsabilité sociétale ou sociale des entreprises. Et qui plus est, ces sujets sont souvent traités de manière convenue, donnant ainsi l'impression diffuse que toutes les entreprises véhiculent finalement des messages similaires, tant sur le fond que sur la forme. Voilà. Donc j'ai souhaité me pencher sur le sujet afin de valider ou non ces impressions, pourtant assez largement partagées par mes pairs. D'où ma question de recherche: le conformisme envahit-il la communication corporate? Et plus généralement, quels sont les mécanismes qui sous-tendent la communication corporate? Et puis au-delà de cette question, une seconde interrogation: peut-on inverser la tendance et penser une communication à la fois plus audacieuse et qui produise de l'impact? Si oui, quelles seraient les caractéristiques d'une telle communication? C'est à travers le prisme des rapports annuels des grands cabinets d'audit et de conseil, les Big Four, donc Deloitte, EY, KPMG, PwC, que je propose de répondre à ces questions dans une analyse comparative et longitudinale portant sur les années 2016, 2019 et 2022. L'objet rapport annuel fait partie intégrante de la communication corporate avec pour objectif de présenter chaque année les activités et la situation globale de l'entreprise à diverses audiences. Il présente sa situation financière et depuis quelques décennies maintenant, ses activités et son engagement sociétal du fait de l'importance croissante accordée au développement durable et à la RSE. Ce rapport annuel, on peut dire qu'il occupe une place particulière parmi les supports de communication corporate, car il représente le moyen par lequel l'entreprise non seulement rend des comptes, mais aussi se raconte et se donne à voir aux yeux du monde. Sur le plan théorique, il est nécessaire de placer tout d'abord cette recherche dans son contexte, celui de la communication corporate. Le concept se trouve à la jonction entre deux champs théoriques, celui des théories de la communication d'une part, et celui des théories du management. C'est un concept très riche, foisonnant, avec des définitions multiples et variées selon l'obédience. Mais de toutes les définitions existantes, on peut retenir quand même quelques constantes. Cornelissen l'a expliqué en 2004. La communication corporate, c'est une fonction stratégique, d'abord, en relation directe avec la stratégie d'entreprise et les objectifs organisationnels. C'est un cadre managérial servant à gérer toutes les communications utilisées par une organisation afin de construire sa réputation, ainsi que des relations avec les stakeholders de son environnement. Et c'est aussi un glossaire de concepts et d'ensemble de techniques pour comprendre et gérer la communication entre une organisation et ses stakeholders. Et ce glossaire dans lequel on retrouve les notions de mission, vision, raison d'être, identité, réputation, stakeholders, est commun à toutes les définitions. Un des principaux piliers théoriques de la communication corporate, c'est la théorie des stakeholders ou parties prenantes, exposée par Freeman en 1984. Elle vient développer l'idée que l'entreprise interagit avec des groupes différents en fonction de leur intérêt économique et moral. Sur les traces de Freeman, Charkham en 1992 insiste sur le nécessaire caractère inclusif de cette notion
couvrant un éventail d'intérêts et de relations les plus variés. En matière de communication, ça implique que les organisations s'adressent à tous leurs stakeholders de manière assez indistincte et parfois confuse. Charcam souligne également la nécessité de projeter auprès d'eux une image favorable. Cette inclusivité et cette façon de travailler à sa réputation transparaît dans le développement du discours sur la RSE. Pour une organisation, être responsable, ça implique d'assumer un devoir-faire et un devoir-dire dans des domaines variés, l'environnement ou la société. Mais ce devoir d'action est en partie auto-imposé, comme le souligne Catellani, de même que selon les situations et les contextes, l'entreprise va s'engager soit pour des raisons d'ordre instrumental, maintenir son image de marque, sa réputation, augmenter ses ventes, ou alors pour des raisons d'ordre supérieur, liées à des impératifs moraux, ce qui amène en fait à une infinité de postures, plus ou moins égoïstes ou stratégiques d'un côté, et morales ou altruistes de l'autre. Voilà. Donc c'est du côté de la quête de légitimité que peut s'expliquer ce besoin d'exposer sa moralité. La légitimité, c'est le besoin d'obtenir l'acceptation de la société, en particulier des stakeholders, ce qui amène les organisations à se conformer à des normes, des valeurs, des croyances et des définitions, ainsi que l'a exposé Sourman en 1995. Il y a 3 formes à la légitimité: pragmatique, basée sur l'intérêt personnel de l'auditoire, cognitive, basée sur l'intelligibilité, et morale, voire même sociale, comme le disent Scherer et Palazzi en 2007. Bréchet, Monin et Salves soulignent en 2008 la dimension fluide du concept de légitimité, et ce pour 2 raisons principales. C'est un collectif qui juge de la légitimité d'une entité, donc c'est une réalité vivante, et ce qui est légitime ne peut être envisagé que dans une époque et un contexte spécifique, donc il y a un vrai effet de contextualisation. Ce besoin de se conformer aux normes et aux pressions extérieures nous amène à mobiliser la théorie de l'isomorphisme, exposée par DiMaggio et Powell en 1983. Selon eux, les entreprises adoptent des pratiques similaires pour se conformer aux attentes de leur environnement. Powell et DiMaggio distinguent 3 types d'isomorphisme: le coercitif, on obéit à la pression du régulateur ou de l'État pour éviter les sanctions; l'isomorphisme mimétique, on fait comme le voisin, perçu comme plus performant; et l'isomorphisme normatif, on se conforme, on se plie aux procédures et normes professionnelles du secteur, par conformisme justement, et pour être légitime auprès de ses pairs. Au-delà d'un isomorphisme concurrentiel, Powell et DiMaggio soulignent l'importance de l'isomorphisme institutionnel, où les organisations sont animées par la quête de pouvoir et de légitimité. Ainsi, comme le décrit Isabelle Huot en 2017, afin d'acquérir cette légitimité, les organisations vont élaborer des mythes sur elles-mêmes, elles se livrent aussi à des activités symboliques, et elles construisent des récits, contribuant ainsi à leur survie, à leur propre institutionnalisation. Ce phénomène permet non seulement de comprendre certaines dynamiques d'entreprise, mais aussi la dimension parfois très irrationnelle et ambiguë de certains processus organisationnels et fonctions, dont la communication corporate. En conclusion, concilier le besoin de différenciation et le besoin de légitimité dans le discours organisationnel représente un défi majeur pour les organisations cherchant à élaborer des stratégies de communication efficaces et cohérentes. D'un autre côté, le discours des organisations est l'une des formes utilisées par les entreprises pour légitimer leurs actions. Inversement, l'étude des discours écrits et des stratégies rhétoriques des entreprises fournit aux chercheurs des éléments tangibles pour analyser ces stratégies de légitimation, comme le disent Sudabi et Greenwood en 2005. Cette étude du discours, qui trouve son origine dans la rhétorique classique aristotélicienne, je ne vous apprends rien, s'est enrichie au fil des années des apports de la sémiotique. Alors on peut citer Barley en 1983, Catellani en 2015, et des méthodes d'analyse discursive, Kilduff en 1993, Seigneur en 2011, et narrative, Beaulieu et le storytelling, 1991, Tcherniavska. Toutes ces méthodes d'analyse textuelle sont largement utilisées de façon combinée, comme l'a souligné Catellani en 2013. Elles sont particulièrement opérantes par l'accent qu'elles mettent sur l'utilisation du texte et d'autres formes de communication pour influencer un public. Une fois démontrée cette tension entre mimétisme, quête de légitimité et besoin de différenciation, nous cherchons à poser les jalons d'une communication corporate alternative afin de dépasser la simple analyse critique. L'idée est de définir le concept de manière positive et non juste par opposition à, et donc de chercher des options réalisables et impactantes. Alors l'impact, je reprendrai Elfer qui a dit en 2022, c'est ce qui engendre des conséquences. C'est donc simple et pragmatique. Et c'est ce pragmatisme, et en même temps que le fait de partir d'une page blanche, qui nous a mené progressivement vers une méthode de pensée effectuelle. L'effectuation est également intéressante en ce qu'elle part d'une vraie réalité terrain, et non pas d'une réalité qui serait plus fantasmée. Nous avons donc pris les principes de l'approche effectuelle, développés par Sarasvati en 2001, et essayé de les transposer au niveau de la communication corporate.
Et il en ressort que l'exercice fonctionne finalement plutôt assez bien. Et si nous prenons par exemple le premier principe, faire avec ce que l'on a, cela revient en fait à faire avec ce que l'on est. Et sur le plan de la communication, ça nous interroge directement sur la notion d'identité, la notion de ses valeurs propres intrinsèques. Ces deux problématiques, et tout particulièrement, ainsi que celle de transparence et d'authenticité, que l'on va retrouver après dans la recherche, dans leur articulation avec la théorie de l'effectuation, sont autant de pistes qu'il sera sans doute fructueux d'explorer plus avant, dans la suite de notre vue de littérature, et de le confronter ensuite avec la réalité. Sur le plan méthodologique, il s'agit d'une thèse en deux temps, avec donc pour une première phase une analyse comparative et linéaire des rapports annuels des Big Four sur 2016, 2019 et 2022. Alors 2022 parce que c'est le dernier, 2019 c'est avant le Covid, et 2016 c'était il y a 7 ans, donc en langage Big Four c'était une éternité. Voilà, donc je procède à une analyse sémiotique pour analyser les textes comme objets porteurs de sens, notamment dans leur rapport entre le texte et l'image. J'ai un grand fichier Excel avec des catégorisations, de l'intensité émotionnelle, et une analyse textuelle menée notamment à l'aide du logiciel Sphinx. Ça me permet de procéder à une analyse de contenu systématique fondée sur de la codification et de l'évaluation pour une approche mixte, quantitative et qualitative. Et dans une deuxième phase, d'élaborer des propositions managériales sur base de la revue de littérature et des conclusions de la première phase. Et de faire ensuite une évaluation critique de ces propositions au moyen de focus group avec des professionnels du secteur. L'approche adoptée peut être qualifiée d'heuristique et d'effectuale. Alors pourquoi? Parce que justement, je partais d'une page blanche, j'ai donc adapté une démarche de petits pas, l'idée étant de se focaliser sur une communication corporate faisable et non pas fantasmée. Les résultats escomptés mettent en évidence l'existence d'un conformisme ambiant et qui va en s'accentuant dans la communication corporate des grands cabinets d'audit et de conseil, et mettre aussi en évidence cette quête d'identité entre besoin de légitimité, mimétisme et glorification, et démontrer l'intérêt de l'effectuation comme base théorique pour une communication impactante, formaliser des concepts et des propositions de pratique pour une communication plus audacieuse et plus authentique, et donc ce faisant, contribuer au débat sur la communication corporate et définir peut-être de nouvelles voies pour une communication plus responsable et partant davantage adaptée aux enjeux actuels. Mon planning, le voici, l'idée étant de finir la première partie de ma thèse d'ici fin octobre et organiser les focus groups cet hiver pour une analyse des résultats et une synthèse début 2024. L'objectif, c'est la finalisation de la rédaction été 2024 pour une soutenance en mars 2025. Alors ça fera 3 ans, je sais que c'est un peu contraire aux préconisations de la loi. Voilà. Au niveau des aspects risques, je travaille sur des données publiques, donc je n'ai pas de problème de confidentialité par rapport aux organisations étudiées. Je n'ai plus de dépendance économique vis-à-vis du secteur étudié, donc j'ai une certaine liberté de propos, et ça j'avoue que c'est très agréable. Et j'ai rencontré un enthousiasme certain de la part des futurs participants au focus group. Bon, mais concrètement en pratique, je reste vigilante parce que leur disponibilité est encore difficile à évaluer, disons à garantir à ce jour. Certains ont déjà quitté leur poste, ne travaillent plus pour des Big Four, et les Big Four, il n'y en a pas 25, donc voilà. Il y aura des ajustements à effectuer, mais bon, dans l'ensemble, je pense que ça va. Et voilà, donc voilà où j'en suis aujourd'hui, et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.